Bonjour Monsieur Malanda Ange-Marie, vous êtes dans l'émission Valeurs de Canal Web TV. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation parce que j'ai vu que vous aviez sorti également quelques bouquins, quelques livres sur votre domaine qui est sur l'économie. Je ne suis pas dans l'économie, je ne suis pas un expert, je ne suis rien dans ça. Je ne peux que vous interroger sur ce sujet. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour, Monsieur Martial, je vous remercie pour cette interview. Je me porte bien. C'est plutôt des articles que j'ai écrits et un ouvrage que j'ai intitulé 60 ans de désolation économique et sociale, Vivant post-indépendance aux éditions Edilivre. Et le deuxième en cours, ça serait l'alternative au plan d'ajustement structurel. Donc nous cherchons un éditeur dans ce sens-là. Une fois de plus, je vous remercie, Monsieur Martial. D'accord, donc le message est passé pour les éditeurs, d'après ce que je vois. Le premier éditeur, oui, bon. Le second, j'attends sa réponse, puisqu'on est dans des études comparatives. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, Monsieur Malanda, comment vous êtes venu à être expert en économie, que ce soit en macro ou en microéconomie, c'est tout ce que je sais. Comment vous êtes venu c'est une passion, c'est quoi? Bon, après le collège, j'étais au lycée technique de Brazzaville. J'ai obtenu un bac dans le domaine économique et j'ai poursuivi des études d'économie financière en Union soviétique. Et vu les problèmes qui se posent ou qui se posaient dans notre pays, nous sommes passionnés de la science économique en espérant que, en dehors des préconisations des institutions financières de Bretton Woods, en tant qu'Africains, en tant que ressortissants du tiers-monde, nous pouvions aussi avoir des solutions adéquates pour sortir nos pays de la crise. Et nous avions beaucoup été inspirés par la résolution de la crise malaisienne. 97, qui rejetait toutes les préconisations du FMI, mais le pays s'était mieux tiré que les pays qui avaient appliqué le consensus de Washington. Qui touche surtout les régions centrales, les sous-régions, comme on les appelle, non? Comme oui, Centrafrique, c'est bien ça, hein? Non, les ajustements structurels, c'est des programmes qui visaient la stabilisation des économies, mais on est maintenant dans la pauvreté, parce que c'est en ce moment qu'on a vu s'accélérer les privatisations, les déflations de la fonction publique et l'affaiblissement des économies africaines, et voire même des États de l'Amérique latine. D'accord, c'est pour ça que j'ai vu, en ce qui vous concerne, au niveau du cursus universitaire, que vous avez plusieurs masters en main, c'est ça? Oui, j'ai un master en sciences économiques, un master en droit des collectivités territoriales et un troisième master effectivement dans l'ingénierie de la formation, parce que ce sont des problèmes qui nous tiennent à cœur par rapport à nos pays, ne serait-ce que pour réorganiser les solidarités qui sont jusque-là familiales, mais il faut aller vers des solidarités institutionnalisées. Donc, toutes ces questions nous concernent par rapport à notre état de pauvreté. Bien sûr, et je suis vraiment étonné de votre parcours. Mais à la fois non, parce que c'est pour ça que je vous appelle et que je vous ai invité. Vous m'avez préparé 10 thèmes. Oui. Donc sur ces 10 thèmes, on a décidé entre nous d'en faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur l'économie, certainement aussi sur les finances. Donc vous m'avez envoyé quand même 10 thèmes d'émission, un thème par émission. Et le premier thème qui est aujourd'hui est sur le développement des forces productives. Alors, déjà la sélection des dépenses, sur la sélection des dépenses. Enfin, comment définir déjà les forces productives? Expliquez-moi. D'accord, belle question. Alors, avant de définir les forces productives, je vais donc vous dire comment je vais m'y prendre. Donc,
On va regarder l'état des lieux sur le terrain congolais avec les chiffres des organisations internationales. Oui. Je définirai quelques concepts pour mieux clarifier les forces productives. Et enfin, je ferai quelques préconisations, effectivement, sur la sélection des dépenses. Parce que là où nous sommes, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut quand même planifier des choses, savoir organiser, voir ce qui est le plus important, quelles sont les priorités sur le moyen et long terme. Voilà ce que je voulais dire. Donc, avant de vous donner la définition des forces productives, j'ai beaucoup travaillé sur Frédéric List, notamment sur son ouvrage intitulé Système d'économie politique nationale. Donc sur le protectionnisme éducatif. Qu'est-ce qu'il nous dit, Frédéric List? Le pouvoir de créer des richesses est donc infiniment plus important que la richesse elle-même. Ce pouvoir garantit non seulement la possession et l'accroissement du bien déjà acquis, mais encore le rétablissement de ce qu'on a perdu. Donc, si vous avez des forces productives, même s'il y a de la richesse, ça ne compte pas, mais vous avez ce pouvoir, ce mécanisme de toujours produire de la richesse, et même en temps de guerre de crise, vu que vous avez cette base-là, vous pouviez relancer les choses et dépasser même les acquis. D'accord. Donc, voilà ce qu'il disait des forces productives. Maintenant, comment moi je définis les forces productives? C'est l'ensemble des moyens de tout ordre dont dispose la société pour agir sur la nature en vue de se l'approprier. C'est-à-dire que nous allons transformer les produits naturels en produits finis. Nous allons construire par exemple les chemins de fer, là où il y avait des digues, la nature ne nous permettait pas d'améliorer les conditions humaines. L'humain va intervenir pour embellir les choses et faciliter la production des richesses. D'accord. Voilà. Donc, c'est des forces productives. D'accord. Donc, je dis non pas seulement les moyens de travail, mais aussi l'intelligence humaine, l'expérience et toutes les méthodes que nous pouvions développer en vue d'améliorer le processus de production, mais aussi le niveau de vie des humains. Voilà à peu près ce que j'entends sur les forces productives. Mais je disais aussi qu'on devrait d'abord faire l'état des lieux, mais on ne l'a pas fait puisque vous m'avez posé la question. Voilà, et je vois parfaitement que vous êtes aussi un professeur. Oui. Un très bon professeur. Mais donc c'est pour ça que c'est utile de développer les forces productives finalement. C'est ce qu'il faut pour l'être humain en tout cas. On ne peut pas y échapper. Bien entendu. Je me rappelle que les bolcheviks en ex-Union soviétique, quand ils ont pris le pouvoir, le pays était très arriéré, c'est un pays féodal. Et l'un des premiers plans de la Russie, c'était le plan Go-Elro. Go, qui abrège Gasudarstva, l'État, L, l'électricité, et Ro, la Russie. Donc le plan d'électrification de toute la Russie. Vous savez que la Russie, c'est un pays de 17 millions 50 000 km². Et grâce à ce plan, il était électrifié en 10 ans. Et nous savons tous que l'électricité est un vecteur, un multiplicateur de production. D'accord. Et il ne vient pas seulement améliorer la production humaine, des activités, mais il vient aussi améliorer notre vie. Parce que c'est grâce à l'électricité qu'on peut sécher quand même des produits, qu'on peut les refroidir, ainsi de suite, et les garder longtemps. Donc, il nous donne une possibilité d'action. Une partie des forces productives. C'est grâce aux forces productives que nous pourrions déplacer par rapport aux infrastructures physiques des matières premières d'une forêt vers des centres de consommation. Ainsi de suite. D'accord, donc c'est pour ça que
Vous avez pris tout à l'heure exemple du Congo. Je sais, je me suis informé de l'état du Congo aujourd'hui, qui est de Brazzaville. Hein. Kinshasa est pareil. Donc c'est pour tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de productivité finalement là-bas. Il y a un problème de productivité et la situation est quand même difficile, aberrante et normalement, dans la vie, on avance. Mais j'ai comme impression, mais c'est même la réalité, que nous reculons au Congo. Moi, je suis né dans les années 60, plus précisément 65, jusqu'à ce que je suis parti du Congo dans les années 80, il n'y avait jamais des problèmes de délestage. Il n'y avait pas de problème de coupure d'eau. Et le CHU n'était pas un mouroir. Et le taux de croissance, tant mieux que mal, dépassait quand même les 3%. Au moment où je parle, en 2024, le taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, la richesse nationale, est à 1,9. Vous en rigolez d'après ce que je vois. Oui, c'est une régression. Tellement que c'est absurde. Voilà. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de la Russie qui, en 10 ans, avait électrifié tout le pays. Mais en 60 ans d'indépendance, je ne crois pas que tout le Congo soit électrifié. Et en plus, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, j'ai une petite question qui me vient en tête. Oui. Quels sont les liens entre les forces productives et la souveraineté économique? Belle question. Je vais m'appuyer sur un pays comme le Japon. Oui. Ou même l'Australie, qui a une monnaie souveraine. C'est-à-dire une monnaie qui ne dépend pas du bon vouloir des institutions internationales ni d'une puissance étrangère, mais qui dépend de la volonté des autorités japonaises ou d'Australie. Oui. Et donc, si vous avez votre souveraineté économique, monétaire et politique, vous décidez de ce que vous voulez développer. Parce que vous aurez développé des forces productives, vous allez produire grâce à vos moyens par rapport à ce que vous avez sur place. Sans vous repérer ailleurs, chercher l'endettement, ainsi de suite. Même quand le pays est surendetté, je regardais ce matin la dette du Japon, elle est de 250% du PIB. Ah oui, quand même. Le Congo, 120%. Et la France, 50% du PIB. Mais pour le Japon, c'est pas un problème parce que juste un jeu d'écriture, il pourra rembourser la dette parce qu'elle a sa monnaie souveraine et que tout est produit sur place. Or, nous, si on n'a pas de souveraineté, on ne pourrait pas, par exemple, facilement développer la riziculture, facilement développer les cimenteries et tout ça. Puisqu'il faut recourir à gauche, à droite, mais aussi il faudrait que les concurrents le veulent ou pas, et nous ne pourrions même pas sauver des entreprises. En 1985, au Congo-Brazzaville, non, 95 au Congo-Brazzaville, sur injonction du FMI, puisqu'on n'avait pas notre souveraineté, on a fermé des banques. On a fermé des banques, la BNDC, l'UCB, la BCC. Mais regardez quand il s'agit de la crise de Lehman Brothers, qu'est-ce qui s'est passé? L'État américain, étant souverain, a apporté des liquidités vers les banques et les banques ont été sauvées. Mais si vous n'avez pas de force productive, si vous n'avez pas la capacité de richesse, comment pourriez-vous sauver les institutions financières, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je vais prendre un peu l'exemple avec le Nigeria, qui est aussi un pays pétrolier, tout comme le Congo-Brazzaville, mais qui a une grande différence au niveau de la vie, tout simplement, au niveau du quotidien de chaque être humain. Il y a quand même une différence. Bien sûr, il y a les provinces, il y a les campagnes où encore le Nigeria, il faut qu'il se développe encore beaucoup plus.
Mais quand on voit et qu'on cherche un peu ce que c'est que le Nigeria, qui a une population énorme, je sais plus, je crois qu'ils sont à 260 millions de personnes sur le territoire du Nigeria, c'est quand même énorme par rapport au Congo-Brazzaville. Pourquoi que le Congo-Brazzaville n'arrive pas à s'en sortir, qui est un territoire beaucoup plus petit par rapport à sa macro ou sa micro-économie? Bon, mais il y a d'abord cette dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Mais deuxièmement, nous sommes responsables de la mauvaise gestion et des mauvais choix économiques que le pays a fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, dans les années 80, au lieu de développer des forces productives et réguler, sinon baisser les tarifs pour donner du pouvoir d'achat aux Congolais, on s'est contenté d'augmenter les salaires nominaux. Je me rappelle que ma bourse a été passée de 25 000 à 30 000 francs. Et ça n'avait pas amélioré mon pouvoir d'achat. Oui, pourquoi? Parce que dans le même temps, les prix avaient augmenté. Exactement. Et quand je parle de pouvoir d'achat, qu'est-ce que j'entends? Je vois cette quantité de monnaie qui me permet d'acheter une certaine quantité de biens. Alors, j'en reviens pas de ce que j'en reviens pas de ce que vous me dites, parce que vous me dites que c'était en quelle année? Mais dans les années 80. Parce que je vois que c'est encore la même chose. De 25 000 à 30 000. Parce que je vois que c'est encore la même chose aujourd'hui. Je suis aussi dans les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe. C'est affolant. Je vois des ordures de partout dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire. Je vous parle de ce pays-là parce que vous y êtes également, congolais. Et donc le problème, il vient de quoi? Vient de... Parce qu'il a duré ce problème-là pendant 50 ans à peu près. Mais le problème vient de la mauvaise administration et des mauvais choix. Le pays est mal administré, il faut l'avouer. Bien sûr. Et il y avait un semblant de développement, un semblant d'espoir dans les années 70. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Nous avions suivi bêtement les préconisations des institutions de Bretton Woods, sans prendre le temps d'étudier, d'analyser nos situations. Le système de Bretton Woods, il existe depuis 1946, je crois. Hein. Il a été fondé en 1946, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais nos pays ont commencé à appliquer des programmes d'ajustement structurel en 1985. Et c'est là où nous avions assisté à la déflation des agents de la fonction publique. Nous avions commencé à assister aux privatisations, à la libéralisation des prix, à la dévaluation de nos monnaies, ainsi de suite. Mais ce n'étaient pas des études qui émanaient de nous, qui n'avaient rien à voir avec notre environnement. On les acceptait bêtement. Or, il aurait fallu que nous puissions nous asseoir, étudier. Ceci, ça va, ceci ne va pas. On a tout voulu de nos privés. Et pourtant, nous n'avions pas les capacités managériales requises à cette époque. Bien sûr. C'est quand même incroyable parce que j'ai même vu les fonctionnaires qui ne sont pas payés au niveau de la Poste, même autres fonctionnaires depuis des semaines et des mois. Les universitaires aussi n'ont pas de bourse. Là, je pose vraiment le problème. Où en 91, c'était comment, M. Martial? Comment? En 91, c'était comment? Ah bah j'y étais pas, mais à mon avis, ça devait être pareil. En 91, le Congo est parti s'endetter à des taux d'intérêt prohibitifs. Oui. Le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitant au monde. 91-92. Avant que la dette soit annulée au début des années 2000. Le Congo était le plus endetté. Mais si nous sommes partis à la conférence nationale, en partie c'est grâce
certainement la perestroïka, mais c'est aussi parce que le pays est en crise. Et il y avait ce problème des arriérés, de salaire. Donc, les mêmes causes qu'on fait partie de Sassou Nguesso en 1992, ce sont les mêmes causes qui se répètent aujourd'hui. Parce que le pouvoir n'a pas tiré des enseignements du passé, recommet les mêmes erreurs. C'est un problème de choix. De choix économiques et sociaux. Et généralement, on s'est engagé sans étudier, sans tirer les enseignements du passé et sans associer les Congolais dans la définition de ces politiques. Donc, on a besoin d'un peu de liberté d'expression, de concertation aussi. Exactement, c'est pour ça que excusez-moi, c'est une autre émission, c'est pour ça que Valeurs existe et c'est pour justement donner la valeur aux choses et à vous-même, pour que vous puissiez également vous exprimer donc à partir du Congo parce que ça vous touche. J'ai également fait une autre émission avec un Congolais qui est très intéressant et politique également. Comment ça va se passer tout ça? Comment on peut se sortir, comment le pays peut se sortir de ce malaise économique et financier dans les années à venir? Mais il s'agit... Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs fois des annulations par rapport au FMI pour rembourser. Mais c'est pas pour autant que le pays arrive à s'en sortir. Donc, bien au contraire, il descend encore beaucoup plus. Et là, je me dis, mais ça va durer jusqu'à quand et jusqu'à où? Bon, j'ai suivi l'interview du président Guy Toukoulou la veille du 15 août. J'ai suivi l'interview du président Guy Toukoulou à la veille du 15 août. Il avait abordé les problèmes de la dette et proposé des solutions. En ce qui concerne la dette, il voulait que nous puissions définir quel est le volume, la quantité de cette dette, quel est son contenu. Une fois que nous avions compris cela, peut-être qu'il faille aller vers un moratoire sur les remboursements vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Sinon, peut-être il y a d'autres solutions. Mais toujours est-il, il faudrait que les Congolais s'asseyent. En ce qui me concerne, je pense aussi qu'il faut réduire certaines dépenses. Je vois par exemple des institutions qui ne servent à rien. Dépenses publiques? Oui, la dépense publique. Je dis qu'il faut par exemple réduire les dépenses publiques et notamment certaines dépenses de fonctionnement. Nous avions 2 chambres au Parlement. Je ne vois pas ce que font certaines personnes au Parlement. On aurait pu avoir une seule chambre, l'Assemblée nationale, sans le Sénat. Ça réduirait les coûts. Bien sûr. Je ne vois pas l'importance du Conseil économique et social parce que de 1970 à 1992, au Congo, on n'avait pas de Sénat. On avait une Assemblée nationale, ça fonctionnait. Donc pour vous, c'est des institutions économiques et sociales. Donc pour vous, c'est des institutions à coquille vide alors? Bien entendu. Donc il faut déjà arrêter avec l'inflation institutionnelle. Ça pourrait libérer les fonds. Nous avions aussi la Société nationale des pétroles du Congo. Là où les gens sont surpayés, ce n'est pas un secret pour vous, ni une surprise. Vous allez constater qu'il manque le carburant matin, midi, soir. Et pourtant, ils ont des statistiques sur plusieurs années, donc ils peuvent savoir qu'entre le mois de juillet et le mois d'août, il y a souvent pénurie de carburant. On s'organise, on planifie pour contourner cela. Ça se fait pas, donc ils sont payés à ne rien faire. En ce moment-là, quand ils sont surpayés, je crois que le plus bas salaire là-bas est de 15 millions. Et le fonctionnaire congolais gagne 600 000, 700 000, le haut fonctionnaire. France CFA.
Donc, la différence est tellement énorme. Si on peut réduire les dépenses au niveau de la scène PC, ne serait-ce que de 50%, ça va aussi dégager les fonds. Bien sûr. Donc vous parliez en francs CFA, hein, pas en euros. On parle en francs CFA. Hein, d'accord. Vous m'avez parlé du docteur Guy Toukoulou. Oui, effectivement, c'est bien lui que j'ai reçu sur l'émission Moment Politique. Et je vous ai parlé également du président Guy Toukoulou, que c'est une personne aussi qui m'a plu, qui est vraiment dans les convictions, qu'elles soient humaines et politiques. Donc il est vrai que ça m'est difficile pour moi, et je ne suis pas le seul, à vouloir comprendre comment ça se passe, à vouloir comprendre comment tourne une économie, ainsi que les finances. Mais on aura de toute manière le temps sur des prochaines émissions pour approfondir plus précisément. Je disais que le PIB par habitant était de 2500 $. L'IDH est de 0,48. Nous sommes 175e rang sur 189 pays. Et le taux de chômage des 15-29 ans dépasse les 25%, et quand on prend toute la population, nous dépassons les 50%. Et le taux de pauvreté sur la base du seuil de pauvreté international, qui est de 2 $ par jour, concerne plus de 52% des Congolais en 2022, tandis qu'en 2014, il était de 33%. Donc, je ne sais pas si vous voyez toute cette régression du pays vers la pauvreté. Pourtant, le Congo est un pays à revenu intermédiaire. Bien sûr, oui, c'est une... Qui a quand même des moyens d'améliorer quotidiennement le niveau et le bien-être collectif de ces populations. Bien sûr, mais c'est vrai que... Je dis que nous avions fait des mauvais choix économiques. En ce qui nous concerne, nous pensons que si nous voulons baisser le chômage des jeunes, il faut commencer à investir dans les forces productives et produire sur place et consommer sur place. Et je pense que ça pourrait déjà atténuer certaines difficultés dans le pays. Bien sûr, mais déjà de pouvoir produire ou de vouloir le faire, il y a une sacrée différence, et surtout, est-ce qu'il y a des portes ouvertes à ça? Oh, si hier il y avait des portes ouvertes, je ne vois pas pourquoi il n'y en aura pas aujourd'hui. Surtout si nous tirons des enseignements de ceux qui ont été les programmes d'ajustement structurel, nous pouvions revenir sur certaines politiques de marché. C'était peut-être pas tout privé, mais il y avait des entreprises parapubliques qui marchaient. Vous savez qu'aujourd'hui, au Congo, on ne produit plus du riz. Nous ne produisons plus de l'huile. Nous importons tout. Et pourtant, le riz en Caï faisait travailler des milliers de Congolais. La production des aliments de bétail. Et plus vous avez des travailleurs, plus ils vont payer les impôts, plus l'État va gagner en recettes. Et plus au niveau localement et donc nationalement, pas grand-chose se fait finalement, parce que tout est important. Mais pas grand-chose se fait. Quand je suis en Suède ou en Norvège, je suis dans les musées, je me rends compte que le pays a beaucoup régressé. Parce que je suis surpris de savoir qu'on produisait les couteaux sur place, les haches, beaucoup de biens que nous ne produisons pas sur place. Et je vais découvrir ailleurs. Donc, nous puissions réhabiliter, revitaliser et investir dans les forces productives. Et en ce moment-là seulement, nous pourrons résoudre beaucoup de problèmes. Mais nous devions mettre le paquet sur le développement des sources d'énergie, notamment la géothermie, l'hydroélectricité, voire même d'autres. Bien sûr. J'ai énormément de questions à vous poser que je pourrais pas vous poser aujourd'hui. C'est impossible. Oui. Parce que il y a aussi en parallèle l'Union africaine qui est là également. Il y a des pays. Mais vous avez parlé de coquilles vides, à l'Union africaine, hein? Comment?
Vous aviez parlé des institutions coquilles vides. Oui. Et parmi les coquilles vides, je pense qu'à l'Union africaine, et le problème de l'Afrique, c'est parce qu'on ne veut pas se financer par soi-même, on va toujours demander ailleurs qu'on nous aide. Et ça, c'est pas bien. On peut normalement nous financer par nous-mêmes. Non, j'ai posé cette question sur l'Union africaine parce que tout le monde n'est pas censé savoir comment fonctionnent ces organisations. Tout le monde pense que ça fonctionne comme l'Union européenne, alors que c'est pas le cas du tout. Ça n'a rien à voir. Et ça marche à une lenteur phénoménale aussi, hein, comme vous venez de le dire. C'est vide. Mais bon, ça fera partie de d'autres émissions, Monsieur Malanda. Parce que il y a beaucoup à dire, j'ai beaucoup de questions encore à vous poser. J'aurai le plaisir de vous revoir certainement la semaine prochaine pour qu'on fasse une émission ensemble. Ça serait vraiment sympathique et si vous avez vraiment la disponibilité pour le faire. Oui, vous avez dit que vous serez disponible et on avait déjà donné l'intitulé. Nous avions donné l'intitulé Faillite enseignement du modèle néolibéral en Afrique. Ben voilà. Donc ça, c'est Et on parlera des choses économiques. Donc c'est la deuxième émission. Ah bah c'est parfait. Mais vous l'avez, hein? Oui, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Faillite enseignement du modèle néolibéral en Afrique, choix du modèle économique. Voilà, je préférerais que ce soit vous qui faisiez cette annonce que moi-même, mais ça sera le thème de la deuxième émission qui arrivera dans les 10 jours et j'aurai vraiment le plaisir de rediscuter avec vous pour tous ces problèmes économiques et financiers. En tout cas, merci Monsieur Malanda. Je vous en prie. Je vous dis à très très bientôt et à très vite. D'accord. J'espère que j'ai quand même répondu à toutes les questions. Quoique j'avais préconisé une démarche, mais on est plutôt parti comme il se devait, bâton rompu, quoi, une interview directe. Je trouve que c'est mieux. Ben c'est beaucoup mieux et de toute façon je suis quelqu'un de direct et ça a toujours été. Donc à partir de là je vous vois dans une dizaine de jours et il y aura ce deuxième thème d'émission qu'on va pouvoir en discuter et je vous remercie d'avoir participé dans cette émission Valeurs sur Canal Câble Web TV. À bientôt. D'accord, merci beaucoup.